Je m'appelle Juliette Hartworth, j'ai 34 ans, et j'ai gagné ma place dans l'armée à la dure, par des déploiements, de la discipline, et des années de sacrifice. Pendant des années, j'ai envoyé de l'argent à la maison, j'ai répondu présente quand ma famille avait besoin de moi, et j'ai essayé de gagner le respect de mon père. Mais, lorsqu'il s'est tenu devant une foule, pour me qualifier de véritable raté, tout en louant mon beau-frère comme sa véritable fierté, j'ai fait un choix qui a tout changé. Avez-vous déjà été rabaissé, ou humilié, par la personne même à qui vous avez tout donné? Si c'est le cas, partagez votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé, dites-moi d'où vous nous écoutez. Et si vous avez déjà dû réclamer votre valeur, après avoir été sous-estimé, cliquez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous pour d'autres histoires vraies, sur la façon de défendre ses convictions. Ce qui s'est passé ensuite pourrait bien vous surprendre. J'ai appris très tôt, que l'amour de mon père était assorti de conditions. Pas le genre de conditions stipulées dans un contrat, mais celles, tacites, qui flottaient dans l'air chaque fois que j'entrais dans une pièce. Son approbation était une monnaie, dont je ne pouvais jamais accumuler assez, peu importe mes efforts. Mon père était un homme respecté, dans notre ville. Il possédait une entreprise de construction florissante, entraînait les jeunes au baseball depuis 15 ans, et siégeait au conseil municipal. Les gens l'admiraient, lui demandaient son avis sur tout, de la politique locale au choix d'un entrepreneur. Il se comportait comme un homme, qui connaissait sa propre valeur. Et il s'attendait à ce que sa famille renvoie cette même exigence au monde entier. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Au lycée, je faisais de l'athlétisme et du volley-ball, je maintenais une moyenne de 3,8, et je travaillais l'été sur ces chantiers, pour transporter des matériaux, et apprendre à lire des plans. Quand les autres jeunes faisaient la fête, je m'entraînais ou j'étudiais, me poussant toujours plus loin, car je pensais que c'est ce qui le rendrait fier. Mais ces compliments n'étaient jamais faciles à obtenir. Lorsque j'ai intégré l'équipe première d'athlétisme, en 2e année, il a hoché la tête et a dit « Bien. Maintenant, voyons si tu peux réellement gagner quelque chose. » Lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec mention, il a souligné que ma cousine Lucie avait été la major de sa promotion. Toujours une comparaison, toujours un moyen de me rappeler que je n'avais pas tout à fait atteint la barre qu'il avait fixée. Ma mère essayait d'arrondir les angles. « Tu sais comment est ton père, disait-elle. Il veut juste que tu donnes le meilleur de toi-même. » Mais, je voyais comment son visage s'illuminait, lorsqu'il parlait des réussites des autres. Le fils du voisin, qui était entré à West Point, la fille de son ami, devenue médecin. Il y avait alors dans sa voix une chaleur, que j'entendais rarement lorsque mon nom était évoqué. Alors, à mes 18 ans, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, moi y compris. Je suis entré dans le bureau de recrutement de l'armée, un mardi matin de mars, et j'ai signé les papiers. Non par rébellion, ni pour faire un geste dramatique, mais parce que je pensais que le service militaire pourrait enfin être quelque chose qu'il respecterait. La recruteuse, le sergent Martinez, m'a demandé ce que je voulais faire dans l'armée. Je lui ai répondu que je voulais servir mon pays, ce qui était vrai, mais la vérité plus profonde, c'était que je voulais prouver que j'étais digne de la fierté de mon père. Elle m'a parlé des différentes carrières, des avantages, et des défis de la vie militaire. Ce qu'elle ne m'a pas dit, c'est à quel point cela allait tout changer, sur qui j'étais, et sur qui je pensais pouvoir devenir. L'entraînement de base m'a brisé, puis m'a reconstruite, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Les exigences physiques étaient brutales, mais gérables. Les défis mentaux m'ont poussé plus loin, que je ne l'avais jamais été. Mais, quelque chose s'est déclenché au cours de ces semaines. Pour la première fois de ma vie, je ne me mesurais plus aux attentes de mon père. Je me mesurais à la mission, à mes camarades soldats, et à des normes qui n'avaient rien à voir avec l'approbation de ma ville natale. J'ai excellé, non pas parce que c'était facile, mais parce que cela comptait, d'une manière que rien d'autre n'avait compté auparavant. Mes sergents instructeurs l'ont remarqué. Mes notes l'ont reflété. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, je n'étais plus la même fille, qui était entrée dans ce bureau de recrutement, à la recherche de validation. Mon père est venu à ma cérémonie de remise de diplôme, s'est assis dans les gradins avec maman, et a applaudi quand mon nom a été appelé. Ensuite, il m'a serré la main, et m'a dit que l'uniforme m'allait bien. Ce n'était pas la fierté enthousiaste que j'avais espérée, mais c'était déjà ça. Une petite reconnaissance, indiquant que j'avais peut-être choisi une voie respectable.
Mais le véritable test est venu avec le déploiement. D'abord en Allemagne pour une formation spécialisée, puis dans des bases opérationnelles avancées, en Afghanistan. Le travail était exigeant, dangereux, et souvent ingrat. De longues journées, des nuits encore plus longues, une vigilance constante. Nous opérions en petites équipes, rassemblant des renseignements, nous coordonnant avec les forces locales, et exécutant des missions qui exigeaient précision et confiance. J'ai découvert que j'avais un don pour ce travail. L'attention aux détails, que mon père m'avait inculquée sur les chantiers, m'a bien servi dans les opérations militaires. La discipline, que j'avais acquise en essayant d'obtenir son approbation, est devenue la discipline qui a permis à mon équipe de rester en sécurité. Le besoin de faire mes preuves s'est transformé en quelque chose de plus précieux, la volonté de servir une cause, plus grande que moi. Pendant ces déploiements, j'envoyais de l'argent à la maison, dès que je le pouvais. Pas grand-chose, mais suffisamment pour aider, lorsque l'entreprise de mon père a traversé des périodes difficiles, pendant la récession. J'écrivais des lettres, bien qu'il me répondait rarement. J'appelais quand je pouvais avoir accès à un téléphone, bien que nos conversations restaient superficielles. Comment était le temps à la maison? Comment allaient les affaires? Comment allait maman? Il ne me posait jamais de questions sur mon travail. Pas vraiment. Il ne m'a jamais interrogé sur les missions, les défis, ou ce que cela faisait d'être l'une des rares femmes de mon unité. Quand j'essayais de partager quelque chose, il changeait de sujet, ou faisait un commentaire sur la façon dont l'armée était différente, à son époque. Bien qu'il n'ait jamais servi, le soutien financier que j'apportais, passait inaperçu. Les sacrifices que je faisais, semblaient invisibles à ses yeux. Quand je rentrais en permission, il me présentait aux gens, comme sa fille qui avait rejoint l'armée, avec à peu près autant d'enthousiasme, que s'il avait mentionné que j'avais rejoint le club de lecture local. Pendant ce temps, ma sœur a épousé un homme nommé Alexander. Un type bien, qui servait dans les forces spéciales, et qui avait toutes les qualifications requises, pour impressionner mon père. Soudain, les réunions de famille sont devenues des vitrines, pour les exploits d'Alexander. Mon père coinçait les gens lors des barbecues, pour leur parler des déploiements d'Alexander, de ses décorations, et de ses rôles de leader. J'écoutais depuis la cuisine ou la véranda, en lavant la vaisselle ou en aidant maman à préparer le dîner, pendant que papa tenait sa cour, au sujet de la carrière militaire de son gendre. L'ironie ne m'échappait pas. J'étais là, en service actif, activement déployé sur les mêmes théâtres d'opération qu'Alexander, et papa le traitait comme l'expert militaire de la famille, tout en reconnaissant à peine mon propre service. Mais je me disais que cela n'avait pas d'importance. Je construisais quelque chose de significatif dans ma carrière, gagnant le respect de personnes qui comprenaient le travail que je faisais. Mes officiers commandants reconnaissaient mes capacités. Mes coéquipiers me confiaient leur vie. Cela devait suffire. Pourtant, dans les moments de calme entre les missions, ou pendant les longues gardes, je me surprenais à imaginer ce que cela ferait d'entendre mon père dire qu'il était fier de moi. Pas une fierté nuancée, ni une approbation conditionnelle, mais le genre d'enthousiasme sans retenue, qu'il manifestait lorsqu'il parlait des enfants des autres. Je continuais d'espérer qu'un jour, quelque chose que je ferais comblerait enfin ce fossé entre nous. Un accomplissement, ou une reconnaissance, qui lui ferait me voir de la façon dont j'avais toujours voulu être vu. Il m'a fallu des années pour comprendre que ce fossé n'avait rien à voir avec mes accomplissements. Les réunions de famille étaient devenues des exercices de navigation prudente. Je rentrais en permission, et papa passait le dîner à parler de la dernière affectation, ou promotion, d'Alexander. Alexander, à son crédit, essayait de m'inclure dans ses conversations, me posait des questions sur mon travail, et me traitait avec un respect professionnel. Mais l'attention de papa restait obstinément fixée sur la carrière de son gendre. Les comparaisons ont commencé subtilement. L'unité d'Alexander vient de rentrer d'un déploiement vraiment difficile, disait papa. Puis, il me regardait. Sur quoi travailles-tu ces jours-ci? Comme si mes affectations étaient, d'une manière ou d'une autre, moins importantes, moins dangereuses, moins dignes d'être discutées. Au début, j'en riais. Je me disais qu'il était simplement fier d'avoir un membre des forces spéciales dans la famille, et que cela ne diminuait en rien ce que je faisais. Mais le schéma est devenu impossible à ignorer. Chaque conversation finissait, d'une manière ou d'une autre, par revenir aux réussites d'Alexander, tandis que les miennes étaient reléguées au rang de politesse secondaire. Ma mère remarquait cette dynamique, mais ne savait pas comment l'aborder. Elle essayait de réorienter les conversations, d'évoquer mes promotions,
ou les étapes de ma formation, mais papa hochait poliment la tête, et changeait de sujet. C'était comme s'il avait décidé qu'Alexander représentait l'honneur militaire de la famille, et que mon service n'était qu'une note de bas de page, dans cette histoire plus vaste. Le malaise que je ressentais, s'est cristallisé en quelque chose de plus difficile à ignorer. Il ne s'agissait pas d'attitude démodée, ou de différence générationnelle. Il s'agissait de respect, et de la prise de conscience grandissante, que je ne pourrais peut-être jamais le gagner, peu importe ce que j'accomplirais. J'ai commencé à limiter mes appels à la maison, gardant les conversations brèves et superficielles. Quand les membres de la famille me posaient des questions sur mon travail, je donnais des réponses génériques. L'enthousiasme que j'avais autrefois à partager mes expériences avec ma famille, s'est transformé en résignation. Il semblait plus facile de séparer ma vie professionnelle de la dynamique familiale, que de continuer à espérer une reconnaissance, qui pourrait ne jamais venir. Mais une partie de moi, celle qui avait passé des années à essayer d'obtenir son approbation, continuait de croire qu'un jour, les choses changeraient. Je n'avais aucune idée que ce moment allait arriver, ni à quel point il allait bouleverser notre relation. L'invitation est arrivée un mardi, en octobre. Le poste local des vétérans des guerres étrangères organisait une cérémonie, pour honorer les militaires de notre comté. On avait demandé à papa de prendre la parole, en tant que figure de la communauté, et la famille était invitée à y assister. Ce serait la première fois depuis des années, que nous serions tous réunis lors d'un événement public. J'étais en permission, visitant ma famille pour la première fois en 8 mois. Ce déploiement avait été particulièrement intense, bien que je n'ai pas partagé les détails avec eux. Mis à part la sécurité opérationnelle, ils n'avaient jamais montré beaucoup d'intérêt pour les spécificités de mon travail. Il semblait plus simple de rester dans les généralités, et de les laisser supposer que je passais mon temps, dans des rôles administratifs, ou des tâches de sécurité de routine. Maman était ravie par la cérémonie. Ce sera bien d'être tous ensemble, disait-elle, en repassant mon uniforme de cérémonie. Et ton père a hâte de prendre la parole. Il travaille sur son discours depuis des semaines. J'aurais dû me sentir honoré d'être incluse, et fier que papa veuille la présence de la famille pour son discours. Au lieu de cela, j'ai ressenti la boule au ventre familière de l'anxiété. Alexander est arrivé le matin de la cérémonie, tiré à 4 épingles dans son uniforme. Lui et ma sœur avaient conduit depuis leur base, ce qui en faisait une véritable réunion de famille. Papa était dans son élément, peaufinant les détails, s'assurant que chacun connaissait son rôle dans le déroulement de la soirée. C'est important pour la communauté, nous a-t-il dit au petit déjeuner. Les gens ont besoin d'entendre des familles qui comprennent le service, et qui ont fait des sacrifices. Il a regardé autour de la table, son regard s'arrêtant sur Alexander. C'est bien d'avoir quelqu'un ici, qui peut vraiment parler de ce que signifie le service militaire. J'ai gardé une expression neutre, mais le message était clair. Alexander était l'autorité militaire de notre famille. Moi, je n'étais qu'une simple spectatrice. L'événement se tenait dans l'auditorium du lycée, décoré de drapeaux et de couronnes commémoratives. Le journal local avait envoyé un photographe. Les responsables du comté étaient assis au premier rang, aux côtés des familles de soldats tombés au combat, et des vétérans décorés. L'ambiance était formelle, importante, le genre d'événement dont on se souviendrait, et dont on parlerait pendant des mois. J'ai pris place avec ma famille, à la 3e rangée en partant du devant. Alexander était assis entre papa et ma sœur, engagé dans une conversation à voix basse, sur les traditions militaires et les protocoles de cérémonie. Je les écoutais discuter de la bonne étiquette concernant le drapeau, et de la signification des divers rubans de service, me sentant de plus en plus comme une observatrice, plutôt que comme une participante. Lorsque papa a été présenté, il s'est dirigé vers le pupitre avec assurance. Il avait toujours été à l'aise pour parler en public, et ce soir ne faisait pas exception. Il a commencé par quelques mots sur les valeurs de la communauté, sur l'importance de soutenir les militaires, et sur la dette que nous avons envers ceux qui servent. Puis, il est passé à des remarques plus personnelles. En tant que père, a-t-il déclaré, j'ai eu le privilège de voir des jeunes de ma propre famille, choisir de servir leur pays. Le public s'est installé, s'attendant à des histoires touchantes sur la tradition militaire familiale. Ma fille, ici présente, a-t-il dit en me désignant, et j'ai senti tous les regards de l'auditorium se tourner vers moi, a rejoint l'armée il y a quelques années. Elle a servi à l'étranger, et je suis sûr qu'elle a fait de son mieux. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Fait de son mieux.
comme si mon service militaire n'était qu'un passe-temps que j'avais essayé, une simple phase par laquelle j'étais passé. Les applaudissements polis m'ont semblé être de la pitié, et je me suis forcé à sourire, et à hocher la tête, alors qu'à l'intérieur, je m'effondrais. Mais papa n'avait pas terminé. Il a fait un geste en direction d'Alexander, sa voix gagnant en énergie et en chaleur. Mais je veux vous présenter quelqu'un, qui incarne vraiment ce que signifie le service. Mon gendre, ici présent, est un commandant des forces spéciales, un véritable guerrier qui a dirigé des hommes au combat, et qui a gagné le respect de ses pairs, par de véritables exploits. Les applaudissements étaient plus forts maintenant, plus enthousiastes. Alexander s'est levé brièvement, a accueilli la reconnaissance avec la modestie appropriée, puis s'est rassis. Mais, je pouvais voir son malaise, la façon dont il me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la gêne. Papa a continué, développant son thème. Quand les jeunes me posent des questions sur le service militaire, je leur dis de regarder des exemples comme Alexander. C'est à ça que ressemble un véritable dévouement. C'est ce qui fait la fierté d'une communauté. Je suis resté figé sur mon siège, assimilant ce rejet public de tout ce pourquoi j'avais travaillé, de tout ce que j'avais sacrifié. Autour de moi, les gens hochaient la tête et souriaient, appréciant l'hommage sincère de papa au service militaire. Ils n'avaient aucune idée que ces mots venaient de réduire en lambeaux la dignité de sa propre fille, devant la moitié de la ville. La cérémonie a continué, mais j'ai à peine entendu la suite. Mon esprit rejouait sans cesse ses paroles, la manière désinvolte dont il avait qualifié mon service de passable, tout en élevant Alexander au rang de modèle. Devant tous ceux qui comptaient dans notre ville, il avait clairement fait savoir, lequel d'entre nous il jugeait digne d'un véritable respect. À la fin du programme officiel, les gens ont discuté dans le hall. Plusieurs se sont approchés d'Alexander pour le remercier de son service, l'interroger sur ses expériences, et exprimer leur admiration pour sa carrière. Quelques-uns m'ont adressé des hochements de tête polis, du genre que l'on donne à quelqu'un qui était présent, mais sans importance particulière. Je me tenais près du mur du fond, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Des années de service, de multiples déploiements, d'innombrables sacrifices, et, en un seul discours, papa avait réduit tout cela à une simple note de bas de page, au profit de la carrière militaire plus impressionnante d'Alexander. C'est alors qu'Alexander s'est approché de moi. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas par où commencer. « Écoute, a-t-il dit doucement, ce que ton père a dit, là-haut. » J'ai commencé à esquiver, pour faire un commentaire poli sur la dynamique familiale, mais l'expression d'Alexander m'a arrêté. Il avait l'air presque abasourdi, comme s'il venait de voir quelque chose qui l'avait secoué. « Je dois te demander quelque chose, a-t-il dit, sa voix baissant encore d'un ton. Qu'est-ce que tu as fait exactement, là-bas, en Afghanistan? Je veux dire, quelle était ton affectation réelle? J'ai hésité. La sécurité opérationnelle signifiait que je ne pouvais pas discuter des détails, mais Alexander avait un niveau d'habilitation, qui rendait possible une conversation générale. Pourtant, des années passées à séparer mon travail de ma famille, me rendaient prudente. Soutien aux renseignements, principalement ai-je dit. Des opérations en petites équipes. Rien de trop spectaculaire. Les yeux d'Alexander se sont plissés légèrement, non pas de suspicion, mais avec un genre de reconnaissance, qui m'a noué l'estomac. Avec quelle unité étais-tu? Je le lui ai dit, en observant attentivement son visage. Sa réaction fut immédiate, et sans équivoque. La couleur a quitté ses joues, et sa main a littéralement tremblé, lorsqu'il a tendu le bras pour s'appuyer contre le mur. D'où Jésus, a-t-il murmuré si doucement, que je l'ai à peine entendu. Tu es le fantôme de Kandahar. Les mots flottaient entre nous, comme une décharge électrique. Autour de nous, les gens poursuivaient leurs conversations informelles, sur le service communautaire et le devoir patriotique, totalement inconscients du fait qu'Alexander venait de m'identifier, par un nom de code que j'espérais voir rester enfoui, dans les rapports classifiés. Et les légendes militaires. Je n'ai ni confirmé, ni nié. Je ne le pouvais pas vraiment. Mais la réaction d'Alexander m'a dit tout ce que je devais savoir, sur à quel point mon père s'était complètement trompé sur ce que je faisais depuis 8 ans. Bordel, a-t-il soufflé, avant de regarder rapidement autour de lui, pour s'assurer que personne n'avait entendu. As-tu la moindre idée? Je veux dire, les gens de ma communauté, nous avons entendu des histoires. Le travail de renseignement, les opérations dont personne ne parle. Tu es une légende.
Je me suis senti étourdi, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Pendant des années, j'avais existé dans deux mondes complètement séparés. Dans l'un, j'étais la fille décevante de papa, qui avait rejoint l'armée, mais ne s'était jamais vraiment distinguée. Dans l'autre, j'étais quelqu'un dont le travail avait forcé le respect, de personnes qui en comprenaient exactement la valeur. Maintenant, ces mondes entraient en collision, de la pire manière possible. Alexander me regardait avec une expression qui frôlait la révérence. Les opérations de Kandahar, les réseaux de renseignement que tu as aidé à mettre en place, les agents que tu as recrutés. Sais-tu combien de vies tu as sauvées? Combien de missions ont réussi, grâce au travail préparatoire que tu as effectué? J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de la pièce, où papa tenait toujours sa cour, acceptant les félicitations pour son discours, et se prélassant dans la gloire réfléchie de la carrière militaire d'Alexander. Il n'avait aucune idée, que la fille qu'il venait de rabaisser publiquement, était quelqu'un dont la réputation, dans certains cercles militaires, dépassait de loin celle de son gendre. Alexander, ai-je dit calmement, j'ai besoin que cela reste entre nous. Il avait l'air confus. Tu plaisantes? Ton père vient d'eux. Il doit savoir qui tu es vraiment, ce que tu as réellement accompli. J'ai secoué la tête. Ça ne marche pas comme ça. Et honnêtement, après ce soir, je ne suis pas sûr que ça ait encore de l'importance. Mais au moment même où je disais cela, je pouvais voir les rouages tourner, dans la tête d'Alexander. Il assimilait les implications de ce qu'il venait d'apprendre, comprenant à quel point le récit de cette soirée avait été complètement faux. Nous sommes restés là, dans un silence gêné, regardant papa continuer ses conversations avec les dirigeants de la ville, totalement inconscient du fait que son évaluation, des contributions militaires de sa famille, venait d'être révélée comme étant honteusement inexacte. Alexander avait l'air de vouloir ajouter quelque chose, mais je me suis retourné, et j'ai marché vers la sortie. J'avais besoin d'air, j'avais besoin d'espace, pour réfléchir à ce qui venait de se passer, et à ce que cela signifiait, pour tout ce que je croyais avoir compris, concernant ma place au sein de cette famille. Dehors, sur le parking, je me suis assise dans ma voiture, et j'ai essayé de digérer la soirée. Le rabaissement public de papa avait été suffisamment douloureux, mais la prise de conscience d'Alexander ajoutait une couche de complexité à laquelle je ne m'attendais pas. Pour la première fois, quelqu'un dans ma famille savait exactement ce que j'avais accompli, au cours de ma carrière militaire. Et ce savoir rendait les mots de papa, non seulement blessants, mais objectivement faux. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, me demandant si quelque chose serait à nouveau pareil, entre nous. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver des appels manqués d'Alexander. 3 messages, tous plus urgents les uns que les autres. Je les ai supprimés sans les écouter, et je suis allé courir, ayant besoin de l'effort physique pour me vider la tête, après la révélation de la veille. À mon retour, maman était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, fredonnant doucement tout en travaillant. Papa était assis à table, lisant le journal local, l'air satisfait de lui-même. La matinée semblait d'une normalité déconcertante, après le séisme émotionnel de la veille au soir. La cérémonie était ravissante, a dit maman, sans lever les yeux de la cuisinière. Les gens parlent encore du discours de ton père. Madame Henderson a appelé ce matin, pour dire à quel point elle avait été émue, par ses mots sur le service familial. Je me suis servi un café, et je me suis assise en face de papa, étudiant son visage à la recherche du moindre signe, indiquant qu'il comprenait l'effet que ces mots avaient eu sur moi. Il avait l'air serein, heureux de la tournure qu'avait prise la soirée. Rien n'indiquait qu'il ait accordé la moindre pensée, à la façon dont son évaluation publique de mon service, aurait pu m'affecter. C'était un bel événement, a-t-il déclaré en pliant le journal. C'est important pour la communauté, d'entendre des personnes qui savent à quoi ressemble le vrai service. L'expression « un vrai service » a résonné comme une gifle. Même maintenant, 12 heures plus tard, il persistait et signait. Dans son esprit, Alexander représentait l'accomplissement militaire authentique, tandis que mes contributions restaient, d'une manière ou d'une autre, inférieures, indignes d'une considération sérieuse. Mon téléphone a sonné. C'était encore Alexander. Cette fois, j'ai répondu. Nous devons parler, a-t-il dit sans préambule. Peux-tu me rejoindre dans un endroit privé? J'ai jeté un coup d'œil à mes parents, toujours absorbés par leur routine matinale, opérant toujours sous l'hypothèse que la nuit dernière avait été une célébration réussie des valeurs familiales. Donne-moi une heure, lui ai-je dit. Nous nous sommes retrouvés dans un café à la périphérie de la ville,
loin des cercles sociaux que fréquentaient nos familles. Alexander est arrivé avec l'air de ne pas avoir dormi, son calme habituel ayant été remplacé par quelque chose frôlant l'agitation. « Je n'ai pas arrêté de penser à hier soir, a-t-il dit en se glissant sur la banquette en face de moi. À ce que ton père a dit, et à qui tu es vraiment, et à quel point toute cette situation était complètement fausse. » J'ai essayé de détourner la conversation, mais il a levé la main. « Laisse-moi finir. J'ai passé les 8 dernières heures à analyser tout ça, et j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Dans ma communauté, celle des forces spéciales, ton travail est légendaire. Pas très connu, car la majeure partie est classifiée. Mais légendaire parmi ceux qui doivent le savoir. » Il s'est penché en avant, sa voix descendant juste au-dessus d'un murmure. « Les réseaux de renseignement que tu as établis dans la province de Kandahar ont sauvé des centaines de vies. Les agents que tu as recrutés, les informations que tu as recueillies, cela a changé notre façon d'opérer, dans toute cette région. Il y a des gars de mon unité qui sont en vie aujourd'hui. Grâce au travail de base que tu as accompli. » J'ai senti quelque chose basculer en moi. Une prise de conscience que j'avais évitée. Pendant des années, j'avais cloisonné mes réussites professionnelles, les séparant de la dynamique familiale. Il avait été plus facile d'accepter le rejet de mon père, quand je pouvais me dire que le service militaire n'était qu'une partie de mon identité, et non son élément central. Mais les mots d'Alexander m'obligeaient à faire face à une autre vérité. Je m'étais distingué, d'une manière que mon père ne pouvait même pas imaginer. Son évaluation de mon service n'était pas seulement blessante, elle était factuellement fausse. Le problème, a poursuivi Alexander, c'est que je ne crois pas pouvoir faire semblant de ne pas le savoir. Quand ton père parle de service militaire, quand il me cite comme une sorte de modèle, tout en rabaissant ce que tu as fait, je ne peux plus me contenter de rester assis là. Et de laisser faire. J'ai senti une vague de panique m'envahir. Alexander, tu ne peux pas. Je connais la sécurité opérationnelle. Je comprends, mais il doit bien y avoir un moyen de rétablir la vérité, sans compromettre des informations classifiées. Nous sommes restés silencieux un moment, tous deux aux prises avec les implications de ce qu'ils venaient de découvrir. Les connaissances d'Alexander avaient fondamentalement modifié la dynamique familiale, créant une alliance que je n'avais jamais anticipée, et une responsabilité qu'il n'était visiblement pas prêt à assumer. « Que c'est ma sœur ?» ai-je demandé. « Rien de précis. Elle sait que tu sers dans l'armée, elle sait que tu as été déployé, mais elle ne comprend pas l'importance de ce que tu as fait, pas plus que tes parents. » Une autre couche de complexité s'ajoutait. Ma sœur, qui avait toujours existé un peu en dehors de la dynamique entre papa et moi, n'avait aucune idée que son mari possédait désormais des informations, qui recadraient complètement le récit militaire de notre famille. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit à Alexander. Il a hoché la tête, mais je pouvais lire la frustration sur son visage. Il venait de découvrir que son beau-père avait publiquement humilié un membre décoré de l'armée, et son sens de l'honneur militaire luttait clairement contre l'injustice de la situation. « Peux-tu juste me donner quelques jours, avant de faire quoi que ce soit ?» ai-je demandé. « Oui, a-t-il répondu. Mais ça ne peut pas rester enfoui pour toujours. Ce n'est pas juste. » J'ai quitté le café, en me sentant encore plus perturbé qu'à mon arrivée. La reconnaissance d'Alexander avait validé des années de travail, qui étaient passées inaperçues aux yeux de ma famille. Mais, cela avait aussi créé un nouveau problème. Quelqu'un qui se sentait obligé de défendre mon honneur, d'une manière que je n'étais pas sûr d'être prêt à gérer. Les jours suivants se sont écoulés, dans un étrange état de suspension. Papa a continué sa routine normale, apparemment satisfait que la cérémonie se soit bien déroulée, et qu'il ait réussi à mettre en valeur les liens militaires de la famille. Maman a répondu aux appels de ses amis, qui faisaient l'éloge de son discours. La vie continuait, comme si rien de fondamental n'avait changé. Mais, tout avait changé. Je me suis surprise à observer papa différemment, écoutant ses commentaires désinvoltes sur le service militaire, avec une nouvelle conscience, de la façon dont il se méprenait totalement sur mes contributions. Lorsqu'il mentionnait les réussites professionnelles d'Alexander, je n'entendais plus seulement du favoritisme, mais de l'ignorance. Cette dynamique semblait insoutenable. Le secret d'Alexander planait sur chaque interaction familiale, comme une arme chargée. Il me traitait avec une déférence, qui était perceptible pour quiconque prêtait attention, tandis que papa restait complètement aveugle, au changement des structures de pouvoir sous-jacentes. J'ai commencé à faire des projets,
pour retourner à la base plus tôt que prévu. La permission, qui était censée être un moment de repos en famille, était devenue un exercice de gestion de récits concurrents, sur qui j'étais, et ce que j'avais accompli. Il semblait plus simple de me retirer dans le monde où mes réalisations étaient comprises et respectées, que de naviguer dans les dynamiques de plus en plus complexes, de la maison. Mais, j'avais sous-estimé le sens de l'honneur d'Alexander, et sa difficulté à maintenir ce qu'il considérait désormais, comme une tromperie fondamentale, sur les contributions militaires de notre famille. 3 jours après notre conversation au café, il m'a appelé, avec un ton d'urgence dans la voix. « Il va y avoir un autre événement, a-t-il dit. Le week-end prochain. L'American Legion organise un rassemblement régional, et ils ont demandé à ton père, de présenter le conférencier principal. Il veut que toute la famille soit présente, à nouveau. » Mon estomac s'est noué. Un autre événement public. Une autre occasion pour papa, de mettre Alexander en valeur, tout en minimisant mon service. Une autre représentation de dynamique familiale, qui était désormais rendue incroyablement compliquée, par ce que savait Alexander. « Je ne peux pas recommencer, a dit doucement Alexander. Je ne peux pas m'asseoir là, et le regarder diminuer ce que tu as accompli, alors qu'il me présente comme une sorte d'étalon or. Ce n'est pas juste, et ce n'est pas honnête. » Je comprenais sa position, mais je comprenais aussi les conséquences potentielles, d'une perturbation du récit familial. L'image publique de papa, était bâtie sur son rôle de leader communautaire, et de patriarche de la famille. Voir son évaluation des réussites de ses enfants, être remise en question en public, serait dévastateur pour lui. « Donne-moi jusqu'à ce week-end, ai-je dit. Laisse-moi réfléchir à la façon de gérer ça. » Mais, au moment même où je prononçais ces mots, je n'étais pas sûr qu'il y ait un moyen de le gérer. L'écart entre la perception publique, et la réalité, était devenu trop grand pour être comblé, sans que quelqu'un ne soit blessé. J'ai passé la semaine à réfléchir aux limites, au respect, et à la différence entre préserver la paix, et tolérer le manque de respect. Pendant des années, j'avais accepté le dédain de mon père, comme faisant partie de notre dynamique familiale, comme quelque chose qu'il fallait endurer, plutôt que de le contester. Mais, la reconnaissance d'Alexander, m'avait forcé à voir la situation sous un autre angle. Je n'étais pas seulement la fille décevante de papa, qui s'était engagée dans l'armée. J'étais un membre décoré de l'armée, dont les contributions avaient forcé le respect sincère, de personnes qui comprenaient le travail que j'avais accompli. Le décalage n'était pas une question de différence générationnelle, ou de style de communication. Il était question d'équité fondamentale, et de reconnaissance. Vendredi, j'avais pris ma décision. Je n'assisterai pas à l'événement de l'American Legion. Je ne me soumettrai pas à un autre rabaissement public, et je ne mettrai pas Alexander dans la position de devoir choisir, entre l'harmonie familiale, et son intégrité professionnelle. Je l'ai annoncé à mes parents, vendredi soir, pendant le dîner. Je ne pourrai pas assister à l'événement de demain, ai-je dit, en gardant un ton neutre. J'ai décidé de retourner à la base plus tôt. Papa a levé les yeux de son assiette, manifestement surpris. Pourquoi? C'est un moment important pour la famille. Les gens s'attendront à te voir là-bas. J'ai soutenu son regard sans ciller. Je ne pense pas que ma présence apporte quoi que ce soit, à ces événements. Tu as Alexander pour représenter le service militaire de la famille. C'est visiblement ce dont les gens ont envie d'entendre parler. Ces mots portaient plus de poids que je ne l'avais voulu, mais je ne les ai pas retirés. Pour la première fois, je mettais en lumière la dynamique qui avait été évidente pour tout le monde, mais apparemment invisible pour lui. L'expression de papa a changé, la confusion remplaçant la surprise. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Maman nous a regardés tour à tour, sentant la tension, mais n'en comprenant pas l'origine. Chérie, tu devrais venir. C'est toujours agréable d'avoir toute la famille réunie. Je me suis reculé de la table, me sentant soudainement épuisé par toute cette conversation. Je pense que c'est mieux ainsi. Alexander et toi pourrez gérer la représentation militaire. Je serai juste dans le chemin. Le visage de papa a rougi. C'est ridicule. Tu fais partie de cette famille, et le service militaire est le service militaire. Cette phrase m'a piqué, plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le service militaire est le service militaire, comme si tous les services se valaient. Comme si les distinctions qu'il avait si clairement établies lors de l'événement précédent, étaient en quelque sorte, le fruit de mon imagination. Vraiment, ai-je demandé.
Parce que, de mon point de vue, il semble que certains services militaires obtiennent plus de reconnaissance que d'autres. La tension dans la pièce est devenue palpable. Maman a posé sa fourchette, réalisant clairement que cette conversation allait vers une direction qu'elle ne comprenait pas, mais qui ne lui plaisait pas. « Je ne sais pas de quoi tu parles », a déclaré papa, mais son ton suggérait qu'il commençait à sentir que son récit soigneusement construit était en train d'être remis en question. Je me suis levé, ressentant soudainement la futilité de toute cette situation. Laisse tomber. Je partirai tôt demain matin. Passez tous un bon moment à l'événement. Je me suis dirigé vers les escaliers, mais la voix de papa m'a arrêté. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Ne pars pas en trombe comme une enfant. Je me suis retourné pour lui faire face, sentant des années de frustration accumulées se cristalliser en quelque chose de plus vif et de plus précis. Très bien. La semaine dernière, devant toute la ville, tu m'as présenté comme quelqu'un qui avait fait de son mieux lors de son service militaire. Puis, tu as passé 5 minutes à parler des réussites d'Alexander, comme si elles représentaient le véritable engagement militaire de notre famille. Tu as clairement indiqué que son service comptait, tandis que le mien n'était qu'un effort tout juste passable. Papa avait l'air sincèrement décontenancé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Et c'est exactement la façon dont tout le monde, dans cet auditorium, l'a perçu. Le silence est retombé dans la pièce. Maman avait l'air bouleversée, entendant clairement cette dynamique être formulée, pour la toute première fois. Le visage de papa est passé par plusieurs expressions, de la confusion, de la défensive, puis quelque chose qui aurait pu être une prise de conscience. « J'étais fier de vous deux », a-t-il finalement dit. Mais ces mots sonnaient creux. Non, tu ne l'étais pas. Tu étais fier d'Alexander, et tolérant envers moi. Il y a une différence. Je me suis retourné, et je suis monté à l'étage, les laissant digérer ce qui venait d'être dit. Pour la première fois depuis des années, j'avais énoncé la vérité directement, au lieu de la ravaler, en espérant que les choses finiraient par changer d'elles-mêmes. Mais je savais aussi que dire la vérité et l'avoir acceptée étaient deux choses très différentes. Je suis parti tôt le lendemain matin, avant que quiconque ne soit réveillé. Le trajet de retour vers la base m'a donné le temps de réfléchir à ce que j'avais dit, et à ce que cela signifiait pour ma relation avec ma famille à l'avenir. L'événement de l'American Legion a eu lieu sans moi. J'en ai entendu parler plus tard par Alexander, qui a appelé pour me dire que le discours de papa avait été plus modéré, moins axé sur le service militaire de la famille, et plus général dans ses thèmes. Il n'avait pas l'air dans son assiette, m'a dit Alexander, comme s'il pensait à autre chose pendant qu'il parlait. Je n'ai pas demandé de détails. Une partie de moi était curieuse de savoir si mon absence avait été remarquée, si papa avait ajusté ses propos à cause de notre conversation, mais une plus grande partie de moi était soulagée d'avoir évité une nouvelle représentation publique. De dynamique familiale que je ne me sentais plus obligé de supporter. Au cours des semaines qui ont suivi, ma relation avec ma famille s'est installée dans un nouveau schéma. Les conversations sont devenues plus formelles, plus prudentes. Papa a cessé de faire des références désinvoltes au service militaire, lorsque nous parlions. Maman essayait de combler le fossé qu'elle sentait s'être creusé entre nous, mais elle ne pouvait pas résoudre des problèmes qu'elle ne comprenait pas complètement. Alexander est devenu un allié inattendu, prenant de mes nouvelles de temps à autre, pour s'assurer que je gérais bien les dynamiques familiales. Il n'a plus jamais mentionné mon passé classifié, mais sa façon de me traiter portait un respect qui était évident, pour quiconque y prêtait attention. Je me suis concentré sur mon travail, je me suis lancé dans de nouvelles affectations, et j'ai bâti des relations plus solides avec des collègues, qui comprenaient et valorisaient ce que j'apportais à la mission. La validation que j'avais passé des années à chercher auprès de mon père, venait désormais de père, qui savait reconnaître l'excellence quand il la voyait. Mais la situation avec papa restait non résolue, une tension sourde qui colorait chaque interaction. Il semblait dérouté par mes nouvelles limites, incertain de la façon de se comporter avec moi, maintenant que j'avais clairement fait savoir que je n'accepterais plus d'être traité avec dédain. J'ai réalisé que j'attendais quelque chose, une reconnaissance, des excuses, un signe quelconque qu'il comprenait comment ces mots m'avaient affecté. Mais les semaines passaient, sans aucune indication qu'il était prêt à revoir la conversation que nous avions eue, ou à examiner les suppositions qui avaient forgé sa vision de mon service. L'impasse semblait tenable à court terme, mais je savais qu'elle ne pourrait pas durer indéfiniment.
Soit nous trouverions un moyen de reconstruire notre relation sur des bases plus honnêtes, soit nous nous éloignerions davantage, jusqu'à ce que les réunions de famille deviennent de simples obligations, plutôt que de véritables connexions. Je ne savais pas quelle issue était la plus probable, ni laquelle j'étais prête à accepter. Le point de rupture est arrivé en décembre, lors de ce qui aurait dû être un banal appel téléphonique familial. J'étais de retour à la base depuis 6 semaines, m'installant dans une nouvelle affectation, qui apportait des défis différents, mais une satisfaction similaire. La vie avait retrouvé son rythme, les drames familiaux précédents s'estompant pour devenir un simple bruit de fond. Papa a appelé un dimanche soir, ce qui était inhabituel. Nos conversations avaient généralement lieu, lorsque maman appelait, et lui passait le téléphone. De brefs échanges sur la météo, et le travail, qui restaient prudemment à la surface des choses. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-il commencé, sans aucune des banalités habituelles. À propos de la cérémonie, de la façon dont j'ai parlé de ton service. J'ai senti mon pouce accélérer, mais j'ai gardé une voix neutre. D'accord. J'ai parlé à certaines personnes, des vétérans que je connais, des gars qui ont servi dans différents conflits, et je leur ai posé des questions sur les différents types de rôles militaires, sur les différentes façons dont les gens servent. J'attendais, ne sachant pas où ils voulaient en venir, mais sentant que cette conversation allait être différente, de nos échanges prudents habituels. Le fait est, a-t-il continué, que je réalise que je ne comprends pas vraiment ce que tu fais là-bas, ce que tu as fait toutes ces années. J'ai supposé que c'était du travail de soutien, des trucs administratifs, non pas parce que je méprise ça, mais parce que tu ne parlais jamais d'autre chose. L'aveu m'a surprise. Pendant des années, nos conversations sur mon service militaire étaient restées superficielles, car j'avais supposé que les détails ne l'intéressaient pas. Je n'avais jamais envisagé qu'il puisse interpréter ma discrétion comme la preuve que mon travail n'était pas particulièrement significatif. Une grande partie de ce que je fais est classifiée, ai-je dit prudemment. Je ne peux pas discuter des détails opérationnels. Je le comprends maintenant. Mais je pense que j'ai raté quelque chose d'important. Quand tu as dit que je ne respectais pas ton service, que je n'accordais de valeur qu'aux contributions d'Alexander, ça m'a frappé plus durement que tu ne pourrais le penser. J'ai senti quelque chose bouger entre nous, une légère ouverture dans le mur qui s'était érigé, depuis des mois. Papa, quand tu m'as présenté lors de cette cérémonie, tu as donné l'impression que mon service était tout juste correct, mais sans distinction. Ensuite, tu as parlé d'Alexander, comme s'il représentait un véritable accomplissement militaire. Devant toute la ville. Il est resté silencieux pendant un long moment. Je t'entends dire ça, et j'essaie de me rappeler exactement ce que j'ai dit. Mais je crois que tu as raison sur la façon dont ça a résonné, indépendamment de ce que je voulais dire. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était une reconnaissance. Plus que ce que j'avais espéré, et plus que ce que j'avais obtenu en des années, à essayer de gagner sa considération. Le fait est, ai-je dit en choisissant mes mots avec soin, que je me suis distingué dans mon service. Je ne peux pas te donner de détails, mais mon travail a eu de l'importance, et cela va bien au-delà de simplement faire de mon mieux. Comment pourrais-je le savoir, si tu ne me l'as jamais dit? La question m'a prise au dépourvu. Il avait raison. Je n'avais jamais rien partagé, qui puisse l'aider à comprendre l'importance de mes affectations, ou la reconnaissance que j'avais reçue de la part de mes commandants, et de mes collègues. J'ai supposé que ça ne t'intéressait pas, ai-je répondu honnêtement. Quand j'essayais de parler de mon travail, tu changeais de sujet, ou tu faisais des commentaires sur la façon dont l'armée était différente, à ta génération. Seigneur, a-t-il dit doucement. Nous avons vraiment tout gâché, n'est-ce pas? L'aveu était si inattendu, que j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Après des années à me sentir rejeté et sous-évalué, l'entendre reconnaître que nous avions tous deux contribué au malentendu, m'a fait l'effet d'une porte qui s'ouvrait. Peut-être que nous pouvons réparer ça, ai-je dit. J'aimerais essayer, mais j'ai besoin que tu m'aides à comprendre ce que j'ai manqué, ce que j'aurais dû voir pendant toutes ces années. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'étais susceptible d'obtenir, et c'était suffisant pour me donner envie d'essayer de reconstruire notre relation. Nous avons parlé pendant encore 1 heure, naviguant prudemment autour des informations classifiées, tandis que j'essayais de lui donner une idée du travail que j'avais accompli, et de la reconnaissance qu'il m'avait valu. Il a écouté sans m'interrompre, a posé des questions pertinentes, et a semblé sincèrement intéressé, par le fait de comprendre, plutôt que de simplement expédier la conversation. Quand nous avons raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti, depuis des années.
l'espoir que ma relation avec mon père puisse réellement être réparée. Mais, l'espoir et la réalité ne s'alignent pas toujours, et j'ai appris cette leçon au cours des mois suivants. Papa a fait des efforts. Il me posait des questions sur mon travail lorsque nous parlions, et montrait de l'intérêt pour mes affectations, d'une manière qu'il n'avait jamais eue auparavant. Mais il y avait encore une certaine prudence dans nos interactions, comme si nous marchions tous les deux sur des œufs, craignant de perturber les fragiles progrès que nous avions accomplis. Le véritable test est venu lors de ma permission suivante, à la maison. J'avais appréhendé cette visite, me demandant si le terrain que nous avions couvert lors des conversations téléphoniques résisterait à une interaction en face à face. Quand j'ai franchi la porte, papa m'a prise dans ses bras. Pas l'étreinte expéditive à laquelle je m'étais habitué, mais quelque chose de plus chaleureux, de plus consistant. « C'est bon de t'avoir à la maison », a-t-il dit, et je pouvais entendre qu'il le pensait vraiment. Au cours du dîner ce premier soir, il m'a posé des questions sur mon affectation actuelle, et a écouté mes réponses, soigneusement expurgées, avec une attention que je n'avais pas l'habitude de recevoir de sa part. Maman observait ces échanges avec un soulagement évident, clairement heureuse de nous voir interagir, sans la tension sous-jacente, qui avait caractérisé notre relation pendant si longtemps. Mais, je pouvais aussi ressentir sa difficulté. Des années passées à envisager mon service militaire d'une certaine manière, ne disparaissent pas du jour au lendemain. Quand Alexander et ma sœur nous ont rejoints plus tard cette semaine-là, j'ai observé attentivement le comportement de papa, cherchant des signes indiquant qu'il retombait dans ses vieux travers, consistant à valoriser les exploits d'Alexander, tout en minimisant les miens. À son crédit, il semblait faire des efforts conscients pour m'inclure dans les conversations liées à l'armée, et pour reconnaître mon expérience, aux côtés de celle d'Alexander. Mais, l'effort était visible, ce qui le rendait, d'une certaine manière, un peu artificiel. J'appréciais l'intention, tout en reconnaissant que le véritable respect ne peut pas simplement être forcé par la volonté. Alexander a également remarqué le changement. Lors d'un moment de calme, pendant que papa travaillait dehors dans son garage, Alexander m'a demandé ce que je pensais de l'évolution de la dynamique familiale. C'est mieux, ai-je répondu honnêtement. Mais ça semble fragile, comme s'il essayait d'être différent parce qu'il sait qu'il le devrait, et non parce qu'il me voit réellement différemment. Alexander a hoché la tête. Le changement prend du temps. L'important, c'est qu'il essaie. Mais je n'étais pas sûr que le simple fait d'essayer soit suffisant. Un respect qui doit être consciemment maintenu n'est pas la même chose qu'un respect qui vient naturellement. Je me suis surprise à analyser les paroles et les actes de papa, cherchant des preuves d'un changement véritable, plutôt que d'un ajustement de façade. La percée est venue de manière inattendue, lors d'une conversation qui n'avait rien à voir avec le service militaire. Papa racontait une histoire, concernant un problème sur l'un de ses chantiers de construction, un défi d'ingénierie complexe, qui avait déconcerté son équipe. Alors qu'il décrivait le problème, j'ai reconnu des similitudes avec des défis logistiques, que j'avais résolus lors de divers déploiements. Sans réfléchir, j'ai proposé des suggestions basées sur mon expérience, de la gestion d'opérations complexes, dans des environnements aux ressources limitées. Papa a écouté, a posé des questions complémentaires, puis a commencé à prendre des notes. Pendant 20 minutes, nous avons décortiqué le problème ensemble. Mon expérience opérationnelle venait compléter son expertise en construction. Quand nous avons terminé, il m'a regardé avec quelque chose que j'avais rarement vu dans ses yeux, la reconnaissance de ma compétence, d'égal à égal. Pas sa fille essayant de faire ses preuves, mais une professionnelle, dont il valorisait le jugement. C'est exactement ce qu'il nous faut, a-t-il dit. Je n'aurais pas pensé à aborder la chose sous cet angle. C'était un petit moment, mais il a semblé plus significatif que toutes les conversations prudentes que nous avions eues sur le service militaire. Pour la première fois depuis des années, il m'avait vu comme quelqu'un dont l'expertise pouvait l'aider à résoudre un problème concret. Pendant le reste de cette visite, j'ai remarqué de subtils changements dans la façon dont il parlait de mon expérience militaire. Moins d'intérêt forcé, plus de curiosité naturelle. Il a commencé à poser des questions, suggérant qu'il commençait à comprendre la complexité de ce que je faisais, même sans en connaître les détails classifiés. Le changement n'était pas total, ni parfait, mais il était bien réel. Je suis reparti de cette visite avec le sentiment que nous avions franchi un cap, et que les bases d'un type de relation différent étaient en train d'être posées. Mais, je suis aussi parti avec une compréhension plus claire de ce qui avait mal tourné entre nous pendant tant d'années. Le rejet de mon service par mon père
n'était pas né de méchanceté, ou d'un favoritisme conscient. Il avait grandi à partir d'une véritable ignorance, de ce qu'impliquait mon travail, combiné à des idées reçues sur les rôles militaires, qui l'avaient conduit à sous-évaluer des contributions, qu'il ne comprenait pas. Mon propre secret concernant les détails opérationnels, motivé par des préoccupations légitimes de sécurité, avait involontairement renforcé ses idées fausses. Il avait comblé les lacunes de ses connaissances, avec des suppositions qui diminuaient, plutôt qu'elles n'élevaient, mon service. La reconnaissance de mon passé classifié par Alexander avait forcé une remise en question de ces suppositions. Mais le véritable changement s'était produit, lorsque papa avait commencé à voir ma compétence, dans des contextes qu'il pouvait comprendre et évaluer. Ce n'était pas une résolution parfaite, mais c'était un progrès. Assez de progrès, pour me donner envie de continuer à travailler sur la relation, plutôt que d'abandonner complètement. Les mois qui ont suivi, ont mis notre nouvelle dynamique à l'épreuve, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Papa a commencé à mentionner mon service militaire, dans des conversations avec ses amis et ses voisins, mais ses références portaient un respect, qui n'était pas là auparavant. Lorsque les gens posaient des questions sur mon travail, il disait des choses comme « Elle fait un travail important à l'étranger ». Je ne peux pas parler des détails, mais ce sont des choses significatives. Ce n'était pas la fierté débordante que j'avais autrefois convoitée, mais c'était une reconnaissance. Plus important encore, c'était honnête. Il ne comprenait pas exactement ce que je faisais, mais il avait arrêté de supposer que ce n'était pas important. La véritable validation est venue d'une source inattendue. Mike, un ami de mon père et vétéran du Vietnam, s'est approché de moi lors d'un barbecue familial, et a dit quelque chose qui m'a complètement prise de court. « Ton père a beaucoup parlé de ton service ces derniers temps », a dit doucement Mike. « Il semble que tu fasses le genre de travail, dont on aurait eu davantage besoin quand j'étais là-bas. Des choses importantes, qui n'obtiennent pas de reconnaissance, mais qui rendent tout le reste possible. » J'ai regardé de l'autre côté du jardin, là où papa s'occupait du barbecue, et j'ai réalisé qu'il avait parlé de mon service, en des termes qui exprimaient du respect, plutôt que du mépris. Le changement n'opérait pas seulement, dans nos interactions directes. Il résidait dans la façon, dont il me représentait auprès de son cercle social. Cet automne-là, j'ai reçu des ordres pour une nouvelle affectation, qui me ramènerait en Afghanistan. C'était une promotion, une reconnaissance de mon expérience et de mes capacités, mais cela signifiait aussi, un autre long déploiement, avec des communications limitées avec la maison. Quand j'en ai parlé à ma famille, la réaction de papa m'a surprise. Au lieu de l'acceptation résignée à laquelle je m'étais habitué, il a posé des questions sur le calendrier, la durée, et si j'avais tout ce dont j'avais besoin, pour le déploiement. « Est-ce que c'est un travail dangereux ?» a-t-il demandé directement. Je lui ai donné la réponse standard, que j'avais appris à donner aux membres de la famille, tout service militaire comporte un certain risque, mais nous sommes entraînés, et équipés pour y faire face. Mais papa a insisté. Je ne te demande pas d'informations classifiées. Je te demande, en tant que père, si tu vas te retrouver dans une situation, où je devrais m'inquiéter pour toi. Le caractère direct de la question, et l'inquiétude qu'elle dissimulait, m'ont fait réaliser à quel point notre relation avait évolué. Il ne posait pas la question pour chercher des raisons de me décourager, mais parce qu'il voulait comprendre, ce que signifiait réellement, le fait de me soutenir. Oui, ai-je dit simplement. Tu devrais t'inquiéter pour moi. Mais tu devrais aussi être fier de moi, parce que je suis doué dans ce que je fais, et que c'est important. Il a hoché la tête lentement. Alors je vais m'inquiéter, et être fier en même temps. Ce fut l'échange le plus honnête que nous ayons eu, à propos de mon service militaire, et cela a donné le ton, de la façon dont nous avons géré ce déploiement. Papa ne prétendait pas comprendre mon travail, mais il avait cessé de faire comme si ce n'était pas important. Son inquiétude était réelle. Sa fierté devenait plus sincère, et son soutien semblait concret, plutôt qu'obligatoire. Pendant ce déploiement, nos conversations téléphoniques ont pris une tournure différente. Il posait des questions sur les conditions de vie, sur ma sécurité, sur la façon dont le travail se passait, de manière générale. Je pouvais entendre dans sa voix, qu'il pensait à moi comme à quelqu'un accomplissant un travail important, plutôt que comme quelqu'un qui faisait simplement acte de présence, dans l'armée. Lorsque je suis rentré en permission, le changement était encore plus évident. Papa me présentait aux gens, non plus comme sa fille qui a rejoint l'armée, mais comme sa fille qui sert à l'étranger. Une petite nuance, mais qui reconnaissait mon service, comme continu et significatif,
plutôt que comme quelque chose que j'avais fait, et que j'avais laissé derrière moi. La relation n'était pas parfaite. Des années de malentendus ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais elle était fonctionnelle, respectueuse, et se renforçait. Je n'avais plus l'impression de jouer un rôle pour obtenir son approbation, ou de devoir avaler son dédain. Nous construisions quelque chose de plus honnête, et de plus durable. Alexander restait un allié important dans ce processus, mais son rôle avait également évolué. Au lieu d'être le gardien mal à l'aise de secrets concernant mon passé classifié, il est devenu un pont, entre la curiosité grandissante de papa pour le service militaire, et mon besoin de maintenir la sécurité opérationnelle. Il pouvait répondre à des questions générales, sur la culture militaire et la progression de carrière, sans s'aventurer dans des domaines, dont je ne pouvais pas parler. Plus important encore, Alexander avait appris à naviguer dans les réunions de famille, sans avoir l'impression de devoir compenser le fait, que papa avait autrefois minimisé mon service. La dynamique était devenue plus équilibrée, laissant la place à nos deux expériences militaires, pour être reconnus et respectés. À la fin de ce déploiement, j'avais le sentiment d'avoir retrouvé mon père. Pas le père que j'avais imaginé enfant, qui serait automatiquement fier de tout ce que je faisais, mais un père bien réel, qui apprenait à comprendre, et à respecter celle que j'étais devenue. Cette transformation ne s'était pas faite par le biais de confrontations dramatiques, ou de règlements de compte forcés sur les blessures passées. Elle s'était produite grâce à des conversations honnêtes, à une reconnaissance progressive, et au lent travail de reconstruction de la confiance, qui s'était érodée, au fil d'années de malentendus. En y repensant, j'ai réalisé que papa et moi avions tous les deux contribué au problème. Ses suppositions sur mon travail avaient été façonnées par l'ignorance, mais ma tendance au secret lui avait rendu impossible la correction de ses suppositions. Nous avions tous deux fonctionné à partir d'informations incomplètes, portant des jugements basés sur des malentendus, plutôt que sur la réalité. La solution n'avait pas consisté à abandonner nos limites, ou à révéler des informations classifiées. Elle avait consisté à trouver des moyens, de communiquer du respect et de la reconnaissance, dans les limites auxquelles nous étions tous deux confrontés. Papa avait appris à reconnaître l'importance d'un travail qu'il ne comprenait pas entièrement, tandis que j'avais appris à l'aider à voir ma compétence, dans des contextes où il pouvait l'évaluer directement. Des années plus tard, quand on me pose des questions sur les relations familiales et le service militaire, je leur dis que le respect doit être construit sur la compréhension. Mais la compréhension ne nécessite pas des informations complètes. Ce qui compte, c'est la volonté de reconnaître qu'il peut y avoir plus dans l'histoire de quelqu'un que ce que vous savez actuellement, et l'humilité d'ajuster vos suppositions lorsque les preuves suggèrent qu'elles pourraient être erronées. Papa et moi avons trouvé notre chemin vers cette compréhension, mais cela a pris du temps, de la patience, et la reconnaissance du fait que nous avions tous deux du travail à faire, pour réparer ce qui avait été endommagé entre nous. L'ultime validation de notre relation reconstruite est arrivée 3 ans plus tard, lors d'un autre événement communautaire en l'honneur des vétérans. On avait de nouveau demandé à papa de prendre la parole, et cette fois-ci, j'étais en permission pour y assister. J'étais assise dans le public, le regardant s'approcher du pupitre, avec la même assurance dont il avait toujours fait preuve, lorsqu'il parlait en public. Mais, quand il a commencé ses remarques sur la famille et le service militaire, le ton était complètement différent de ce discours dévastateur, prononcé des années auparavant. Le service militaire prend de nombreuses formes, a-t-il dit, me regardant directement pendant un instant. Certains servent d'une manière qui obtient une reconnaissance publique, et d'autres servent d'une manière qui reste invisible pour la plupart d'entre nous. Les deux types de services ont de l'importance, et tous deux méritent notre respect et notre gratitude. Il a ensuite parlé des réalisations d'Alexander, mais dans un contexte qui reconnaissait différents types de contributions militaires, plutôt que de créer des hiérarchies de valeurs. Quand il a mentionné mon service, ce fut avec une fierté et un respect sincère, pour un travail qu'il ne prétendait pas comprendre pleinement, mais qu'il avait appris à apprécier. Après l'événement, les gens nous ont abordés, Alexander et moi, avec des questions sur nos expériences, nous traitant comme des sources de perspectives également précieuses, sur la vie militaire. La perception de la communauté avait évolué avec celle de mon père, reconnaissant que le service militaire englobe un large éventail de rôles et de contributions. En marchant vers la voiture après la cérémonie, papa a passé son bras autour de mon épaule, et a dit quelque chose qui a sonné comme l'aboutissement d'un long voyage. Je suis fier de toi. J'aurais dû dire ça il y a des années, mais je le dis maintenant. Je suis fier de qui tu es, et de ce que tu as accompli. C'était la reconnaissance que j'avais attendue,
à travers des années de déception et de frustration. Mais la recevoir était différent de ce que j'avais imaginé. Au lieu d'un sentiment de revanche, ou de triomphe, j'ai ressenti quelque chose de plus calme, et de plus profond, la satisfaction d'une relation qui avait été brisée, et réparée. D'un respect qui avait été gagné, et reconnu. Merci, papa, ai-je dit. Ça compte beaucoup pour moi. Et ça comptait beaucoup, mais non pas parce que cela comblait un besoin désespéré d'approbation. Cela comptait beaucoup, parce que cela représentait une compréhension sincère, et une relation authentique, plutôt que la mise en scène de dynamiques familiales, qui avait caractérisé nos interactions pendant si longtemps. L'histoire du fantôme de Kandahar était devenue secondaire, par rapport à l'histoire d'un père et de sa fille apprenant à se voir clairement, à bâtir le respect sur des bases honnêtes, et à valoriser les contributions de chacun, sans avoir besoin d'en comprendre les moindres détails. En fin de compte, c'était une meilleure résolution que n'importe quelle révélation spectaculaire, ou reconnaissance forcée, n'aurait pu offrir. C'était réel, durable, et assez solide pour résister aux complexités des relations familiales, et aux défis uniques du service militaire. Nous avions retrouvé le chemin l'un vers l'autre, non pas en effaçant le passé, mais en construisant quelque chose de meilleur, sur la base de ce que nous avions appris de nos erreurs. Et cela, j'en ai pris conscience, c'était exactement le genre de victoire qui valait la peine de se battre. Mais la vie a le don de mettre à l'épreuve la solidité des relations reconstruites. Et la nôtre a fait face à son plus grand défi, 2 ans après cette cérémonie communautaire. J'étais entre 2 déploiements, affecté sur le territoire national pour une longue période de formation, quand papa a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate. L'appel est venu de maman, un mardi soir. Sa voix était posée, mais tendue, alors qu'elle expliquait le diagnostic, le plan de traitement, et le pronostic incertain qui accompagne tout diagnostic de cancer, chez un homme approchant les 70 ans. Il ne veut pas en faire tout un plat, a-t-elle dit. Tu sais comment il est quand il s'agit de paraître faible, ou d'avoir besoin d'aide. Je ne savais que trop bien comment il était, et je savais aussi que ce diagnostic nous obligerait tous à affronter la mortalité, et l'héritage, d'une manière que nous n'avions jamais eu à le faire auparavant. La question était de savoir si notre relation reconstruite était assez solide pour supporter ce genre de pression. J'ai demandé une permission d'urgence, et j'ai pris la route pour rentrer, le lendemain. Quand je suis entré dans la maison, papa était assis à la table de la cuisine, avec des documents médicaux étalés devant lui, lisant les options de traitement avec la même attention méthodique qu'il accordait autrefois au plan de construction. Il a levé les yeux quand je suis entré, et j'ai vu dans son expression quelque chose que j'avais rarement vu auparavant. De la vulnérabilité. Pas seulement la vulnérabilité physique liée au diagnostic, mais la vulnérabilité émotionnelle, d'être vu dans un moment d'incertitude et de peur. Maman me l'a dit, ai-je dit simplement, en m'asseyant en face de lui. Que pensent les médecins? Nous avons passé l'heure suivante à parcourir les rapports médicaux, les calendriers de traitement, et les probabilités statistiques. Papa abordait son diagnostic de cancer comme un projet à gérer, décomposant des informations complexes, en étapes réalisables. Mais, je pouvais voir l'inquiétude sous son attitude pragmatique, la peur qu'il s'efforçait de garder sous contrôle. Le fait est, a-t-il dit finalement, que cela fait réfléchir à des choses inachevées. À des conversations qu'on aurait dû avoir, à des choses qu'on aurait dû dire. J'ai senti ma poitrine se serrer, me demandant s'il préparait le terrain pour une sorte de confession de fin de vie, ou un discours de réconciliation dramatique. Mais ce n'était pas le style de papa, et ce n'était plus ainsi que notre relation fonctionnait. Quel genre de choses, ai-je demandé. Il est resté silencieux un instant, regardant par la fenêtre de la cuisine, la cour qu'il entretenait depuis 30 ans. Je n'arrête pas de penser à cette cérémonie, il y a quelques années. Celle où j'ai dit ces choses sur ton service. Papa, nous avons réglé ça. Tout va bien maintenant. Je sais que nous avons réglé ça, a-t-il dit. Mais je ne crois pas t'avoir jamais vraiment expliqué ce qui s'est passé dans ma tête ce soir-là, ni pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. J'ai attendu, pas sûr d'avoir besoin de revenir sur cette soirée douloureuse, mais reconnaissant qu'il semblait avoir besoin d'en parler. La vérité, c'est que j'étais intimidé par Alexander. Voici un gars des forces spéciales, décoré, respecté, et il est marié à ma fille. Je voulais lui montrer que notre famille comprenait le service militaire, que nous apprécions ce qu'il avait accompli. Il a fait une pause, passant ses mains dans ses cheveux grisonnants, qui s'étaient raréfiés depuis son diagnostic. Alors, je l'ai mis en avant, j'ai fait de lui la pièce maîtresse de mon discours,
et en faisant cela, je t'ai rabaissé. Non pas parce que je méprisais ton service, mais parce que j'étais tellement concentré sur l'idée de l'impressionner, que j'ai oublié que tu écoutais aussi. Cette explication m'a surprise par son honnêteté. J'avais supposé que son attitude dédaigneuse était liée à une évaluation sincère de nos contributions militaires respectives. Apprendre qu'il s'agissait plutôt de représentation sociale et d'insécurité ajoutait une dimension différente à la blessure. C'était tout de même mal, ai-je dit. C'était complètement mal. Et le pire, c'est que je ne me suis même pas rendu compte à quel point j'avais tort, jusqu'à ce que tu m'en parles des mois plus tard. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, assimilant tous les deux cette nouvelle couche de compréhension, à propos d'une vieille blessure. Dehors, maman travaillait dans son jardin, nous laissant l'espace nécessaire pour avoir cette conversation. Il y a autre chose, a fini par dire papa. Quelque chose que j'ai appris après cet appel téléphonique, où tu as essayé de m'aider à mieux comprendre ton travail. J'ai haussé un sourcil, curieuse de savoir où cela menait. J'ai fait quelques recherches. J'ai posé quelques questions à des personnes susceptibles de savoir des choses, avec prudence, sans mentionner ton nom, ni aucun détail. Mon estomac s'est noué. Papa, tu dois faire attention à. Je sais. J'ai fait attention, mais j'avais besoin de comprendre, si mon ignorance de ton travail n'était que de l'ignorance, ou s'il y avait plus que ça. Il m'a regardé directement, et j'ai vu une lueur de reconnaissance dans ses yeux, qui m'a fait comprendre, que cette conversation prenait une direction inattendue. J'en ai découvert assez, pour savoir que j'avais beaucoup plus tort que je ne l'aurais jamais imaginé. Pas seulement parce que j'ai sous-estimé ton service, mais à cause de la proportion dans laquelle je l'ai sous-estimé. Ces mots pendaient entre nous, comme un pont qu'aucun de nous n'était sûr de devoir franchir. J'avais passé des années à garder mon travail classifié séparé des relations familiales, et voilà que papa indiquait qu'il en avait appris assez, pour comprendre l'ampleur de ce qu'il avait rejeté. Je ne peux pas discuter, ai-je commencé. Je ne te demande pas de discuter de quoi que ce soit, m'a-t-il interrompu. Je te dis, que j'en ai appris suffisamment, pour réaliser que lorsque j'ai qualifié Alexander de véritable accomplissement militaire dans notre famille, j'avais non seulement tort, mais c'était un tort embarrassant. Cet aveu fut si total et inattendu, que j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Pas des larmes de revanche ou de triomphe, mais des larmes de soulagement, de réaliser que cet homme, qui avait tant façonné mon besoin d'approbation, avait enfin compris ce qu'il avait raté. Ce qui me hante, a-t-il continué, c'est que tu as toujours su à quel point j'avais tort, mais tu ne m'as jamais corrigé. Tu n'as jamais exigé la reconnaissance que tu avais méritée. Tu as simplement accepté mon ignorance, et essayé de construire une relation, malgré cela. Ce n'était pas à moi d'exiger de la reconnaissance, ai-je dit doucement. Peut-être pas de l'exiger, mais tu méritais de la recevoir. Et je t'ai fait défaut sur ce point. Nous avons parlé jusque tard dans la soirée, analysant des années de malentendus, avec la lucidité qui vient quand on fait face à la mortalité. Le diagnostic de cancer de papa l'avait forcé à affronter non seulement ses propres limites, mais aussi les limites de la façon dont il avait compris et valorisé les personnes les plus proches de lui. Au cours des mois suivants, pendant qu'il suivait son traitement, notre relation s'est approfondie d'une manière que je n'avais pas anticipée. Les rôles se sont quelque peu inversés. Je suis devenue celle qui offrait du soutien et une aide pratique, tandis qu'il devenait plus ouvert sur ses peurs, ses regrets, et ses espoirs pour le temps qui lui restait. Le traitement a été un succès. Le cancer de papa est entré en rémission, et son pronostic s'est considérablement amélioré. Mais cette expérience l'a changé durablement. Il est devenu plus direct pour exprimer sa gratitude, plus soucieux de ne pas tenir les relations pour acquises, et plus conscient de l'impact de ses paroles, et de ses suppositions, sur les personnes qui lui tenaient à cœur. Il est également devenu une sorte de défenseur des familles de militaires, prenant la parole lors d'événements locaux, sur les défis de la compréhension, et du soutien aux militaires dont le travail ne peut pas être pleinement partagé avec la famille. Ses discours portaient désormais une humilité, et une nuance, qui manquaient à ses précédentes interventions publiques. Les familles de militaires font des sacrifices que nous ne voyons pas toujours, disait-il. Les militaires apportent des contributions que nous ne comprenons pas toujours. Notre travail n'est pas de juger l'importance de leur travail. C'est de croire que leur engagement et leur sacrifice ont de la valeur, même lorsque nous ne pouvons pas en connaître les détails. En l'écoutant parler de cette façon, j'ai réalisé que notre relation avait bouclé la boucle. L'homme dont j'avais autrefois cherché l'approbation avec tant de désespoir, était devenu quelqu'un qui comprenait,
que l'approbation devait être fondée sur la confiance et le respect, plutôt que sur des informations complètes. L'alerte au cancer avait également rapproché notre famille élargie. Alexander et ma sœur étaient revenus s'installer en ville, pendant que papa suivait son traitement, et, pour la première fois, les réunions de famille semblaient véritablement confortables pour tous. Alexander ne portait plus le fardeau de la connaissance secrète, sur mes états de service, car le principe général du respect des contributions invisibles, faisait désormais partie du fonctionnement de notre famille. L'évolution de papa avait rendu les connaissances spécifiques d'Alexander moins pertinentes, et moins isolantes. Ma sœur, qui avait été quelque peu en marge des dynamiques militaires ayant compliqué nos relations familiales, s'est retrouvée à jouer un rôle de pont, qui a fait ressortir le meilleur de nous tous. 2 ans après le rétablissement de papa, j'ai reçu une notification indiquant que j'allais recevoir une distinction, pour l'ensemble des contributions de mon service. La cérémonie de remise des médailles aurait lieu au Pentagone, et les membres de la famille étaient invités à y assister. J'ai appelé papa pour lui parler de la cérémonie, m'attendant à ce qu'il refuse en raison de difficultés de déplacement, ou de conflits d'emploi du temps. Au lieu de cela, il a immédiatement demandé des détails sur l'heure, et le lieu. Je ne raterai ça pour rien au monde, a-t-il dit simplement. C'est important. La cérémonie fut modeste et discrète, le genre de reconnaissance qui salue un travail important, sans en révéler les détails classifiés. Papa était assis dans le public avec maman, me regardant recevoir une médaille, qui représentait des années d'un service qu'il n'avait jamais complètement compris, mais qu'il avait appris à respecter. Ensuite, lors de la réception, plusieurs de mes collègues se sont approchés de lui, pour exprimer leur gratitude pour mes contributions à diverses opérations et missions. Papa écoutait avec une fierté évidente, mais aussi avec l'humilité de quelqu'un qui comprenait, qu'il entendait parler d'exploits, qui dépassaient de loin tout ce qu'il avait pu imaginer auparavant. Votre fille est tout à fait remarquable, lui a dit l'un de mes officiers commandants. Son travail a eu un impact d'une manière que la plupart des gens ne sauront jamais. Papa a acquiescé gravement. Je suis en train de l'apprendre, a-t-il dit. Mieux vaut tard que jamais. Sur le vol du retour, nous avons parlé de la cérémonie, de la distinction, et de ce que cela signifiait pour la suite de ma carrière. Mais la conversation qui a compté le plus, a eu lieu lorsque nous étions de retour dans sa cuisine, assis à cette même table, où nous avions eu tant de discussions difficiles au fil des ans. Je veux que tu saches quelque chose, a-t-il dit. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas pour moi de voir enfin tes accomplissements reconnus. Aujourd'hui, il s'agissait de pouvoir être présent pour une reconnaissance que tu avais déjà acquise, bien avant que je ne comprenne ce que tu avais accompli. La distinction était de taille. Il ne s'attribuait pas le mérite de m'avoir enfin apprécié. Il reconnaissait que ma valeur ne dépendait pas de son approbation, et que sa propre reconnaissance ne faisait que rattraper la réalité. Je suis fier de toi, a-t-il continué. J'aurais dû le dire depuis le début, mais je le dis maintenant, et je le pense totalement. C'était la résolution dont j'avais eu besoin, sans même savoir que j'en avais besoin. Pas une revanche dramatique, ou une correction publique des rejets passés. Seulement une reconnaissance discrète, et un respect sincère, entre deux personnes qui avaient appris à se voir clairement. Cette nuit-là m'a montré quelque chose, que j'aurais dû apprendre depuis longtemps. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre, pour connaître votre propre valeur. Les mots de mon père m'avaient profondément blessé, mais la vérité a fini par éclater, de toute façon. Avez-vous déjà été rabaissé par un proche, pour finalement lui prouver qu'il avait tort? Comment l'avez-vous géré? Cela a-t-il changé la façon dont vous le perceviez, ou la façon dont vous vous perceviez vous-même? Si cette histoire a résonné en vous, cliquez sur j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous, pour découvrir d'autres histoires vraies sur la façon de rester ferme, et de réclamer son respect.